et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale française pour rencontrer quelqu'une que vous allez découvrir, vous Villeneuve-Garnois, vous Gennevillois, vous Colombois, vous la France et même au-delà. Elsa Faucillon qui vient d'être élue députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine en région parisienne. Pour tout vous dire, c'est ma députée, mais comme beaucoup de personnes dans la circonscription, je ne la connais pas, je la rencontre pour la première fois. Bonjour Elsa Faucillon. Bonjour. Ben voilà, vous avez compris, nous ne vous connaissons pas. Qui êtes-vous? Alors, donc, vous l'avez dit, j'ai 35 ans. Je suis avant tout une militante, une citoyenne engagée, mais une militante politique aussi, membre du Parti communiste. J'ai beaucoup milité au sein du Front de gauche aussi. Je suis très engagée sur un certain nombre de sujets, mais je vais peut-être dire ceux qui me tiennent le plus à cœur. La question du droit au logement. Du droit au logement et d'un logement digne pour toutes et tous. Évidemment, les questions d'éducation qui, dans la période, ont besoin d'être particulièrement repensées, mais aussi il leur faut des moyens. Les questions de santé et puis de droits des femmes aussi. Parce que je considère qu'il y a encore de belles avancées à conquérir aujourd'hui pour une véritable égalité homme-femme. Voilà, ça fait partie des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, mais je suis aussi une militante en lutte contre toute forme de discrimination, contre le racisme et contre toute forme de discrimination. Donc voilà, il y a beaucoup de luttes que j'ai à cœur de mener. Et aujourd'hui, la possibilité m'est donnée de le faire en tant que députée. C'est pas tout à fait la même chose que militante. J'ai été élue locale à partir de 2014. Vous avez été maire adjoint à Gennevilliers. Conseillère municipale. Conseillère municipale. Oui, je m'occupais d'un quartier. Ça fait peu de temps là que j'ai arrêté. Et puis conseillère départementale depuis 2015 dans l'opposition face à la majorité dirigée par Patrick Devedjian. Oui, Patrick Devedjian que je connais. Bonjour Patrick. Bonjour monsieur Devedjian. Alors Elsa, c'est un beau programme ça, mais est-ce que c'est vraiment applicable dans une circonscription qui est à presque 60% composée de personnes issues de l'immigration qui arrivent avec leur culture, leur tradition, leur religion? Est-ce que c'est facile ça, honnêtement? Moi, ça, je considère que c'est une richesse, ce mélange. On le dit tout le temps, c'est une richesse, sauf qu'à la fin de la journée, on crée au loup. Non, moi, ce que je remarque, c'est que je vis dans une ville et dans une circonscription populaire. Je vis dans mon quartier, qui est un quartier, effectivement, avec des gens issus de milieux sociaux différents, mais beaucoup de gens, globalement, issus d'un milieu populaire, avec des religions différentes, mais aussi avec des gens qui ne croient pas, avec des gens qui ont des cultures et des traditions différentes. Moi, dans mon quartier, il y a un centre socio-culturel, par exemple, où régulièrement on échange nos savoir-faire, nos cultures. À Gennevilliers, c'est lequel? Celui des Grésillons. Les Grésillons, c'est le centre Yannick Noah? Non, ça c'est celui qui est sur Asnières. Et je vois que c'est une grande richesse. La question aujourd'hui, c'est que les politiques successives d'austérité, les politiques successives qui câlinent la finance, elles mettent en situation ces classes populaires de se retrouver d'abord dans de grandes difficultés financières, de grandes difficultés de vie. Ils sont touchés par le chômage, touchés par des conditions de logement difficiles, et qu'on tente de les diviser. Et ça fait un certain nombre d'années que ces politiques font en sorte de diviser les populations, parce que à regarder son voisin d'à côté qui touche un peu plus ou qui a un peu moins, on oublie de regarder ceux là-haut qui font de l'évasion fiscale, qui touchent les dividendes et qui sont responsables de leur situation. Non, mais je cherche pas à me faire amie avec des gens comme Balkany, par exemple. C'est pas ma conception. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui que la politique, justement, soit faite
pour celles et ceux qui sont aujourd'hui la majorité de nos concitoyens, c'est-à-dire les employés, les salariés, les cadres. Tout cela, toutes celles-là aujourd'hui, ce ne sont pas vers eux que les politiques sont destinés pour leur mieux vivre. Vous venez de toucher là un point qui va me permettre de vous dire que sur JMTV+, ma vocation est de tout dire. On ne doit à rien cacher aux populations de Villeneuve-la-Garenne, de Gennevilliers, de Colombes, de France. Je suis moi-même touché... Faut faire comment? Faut faire comme ça, je jure. Pas jusque-là, bien entendu. Je tiens à vous dire que je suis classé dans cette catégorie des personnes que vous citez. Je suis journaliste français, formé en France, avec l'argent du contribuable. Il n'y a aucune grosse chaîne de télévision française qui n'a pas diffusé mon travail. De TF1 passant par France Télévisions, Planète, Public Sénat, Canal, toutes les grosses chaînes de télévision françaises. Eurosport ont diffusé soit mes émissions présentées sur notre chaîne, soit mes reportages. Mais je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané sur une chaîne de télévision française. Jacques Gauthier, qui est sénateur des Hauts-de-Seine, peut témoigner de ce que je dis, tout comme quelques-uns de ses amis. Comment expliquez-vous cette discrimination en France qui touche des gens qui, comme moi, ont un potentiel? Il y en a meilleur que moi encore. Hein. Comment expliquez-vous une telle discrimination en France? Moi, j'ai toujours du mal à me l'expliquer, personnellement, individuellement, parce que je ne partage pas ces valeurs-là. Je viens de vous le dire. Moi, je suis heureuse de vivre dans une société où on échange du savoir-faire, des cultures, mais ça, en plus, ça se fait des fois avec des voisins qui parfois ont le même parcours que moi, qui viennent du même quartier que moi, ou qui même viennent de la même région que moi. Moi, je suis issue de la Picardie, par exemple, et avec toutes les personnes, on a des parcours différents. Et c'est pas forcément l'histoire d'être d'une religion ou d'une couleur différente. On a tous et toutes en nous plusieurs cultures, plusieurs traditions, une multiplicité de parcours qui font que c'est une richesse. Ensuite, ce que je crois, c'est qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, les politiques aujourd'hui d'austérité, celles qui sont là pour favoriser la finance, ont tout intérêt à ce que le peuple se divise. Et donc, il y a à la fois ce que nous on appelle la lutte des classes, mais en plus, disons-le, il y a dans celles et ceux qui sont les libéraux, s'ajoute aussi, pour certains, hein, pas pour tous, de la xénophobie, du racisme, ça c'est du sexisme, de l'homophobie. Enfin voilà, ça fait aussi partie du corpus, on va dire, d'une frange de la droite. Et ce qui est vrai, c'est que si on veut dire les choses de manière peut-être, puisqu'on a le temps avec un peu plus de complexité, c'est que les libéraux avaient pendant un temps assez intérêt à ce que l'extrême droite monte et que les idées d'extrême droite montent. Et on voit aujourd'hui le résultat, et on ne peut pas penser aujourd'hui qu'il y a un FN qui fait 20% à la présidentielle et que les idées racistes et xénophobes n'ont-elles pas progressé dans la société? Je crois qu'elles progressent. Elles progressent, hein. Et donc voilà, et ça se traduit par la suite par de la discrimination à l'embauche, par du contrôle aux faciès, mais aussi par des actes islamophobes, des actes antisémites, des actes homophobes, des attaques contre les femmes. Tout ça, c'est les discriminations aujourd'hui, et c'est le résultat, je crois, à la fois d'une vraie offensive raciste, fasciste, mais aussi de politiques qui ont laissé la main à ça. On va parler d'économie. Vous êtes élu de l'une des circonscriptions les plus riches de France, la première des Hauts-de-Seine, avec le port de Gennevilliers qui draine un certain nombre, qui est un bassin d'emploi très important en région parisienne. Comment expliquez-vous que dans votre circonscription, le taux de chômage des jeunes soit aussi l'un des plus importants de France? C'est toujours de la discrimination ou bien c'est une politique
Alors sur la circonscription, c'est vrai que sur la circonscription, il y a 3 villes assez différentes. Il y a effectivement le port de Gennevilliers. Alors moi, j'ai pas de problème à dire que Gennevilliers est une ville riche, parce qu'en plus c'est un terme... Le terme riche est un terme qui peut dire plein de choses, donc j'estime que j'ai pas de problème avec ce mot. La question, c'est qu'on a des populations effectivement très très populaires qui rencontrent de nombreuses difficultés de vie, et on sait bien aujourd'hui que des entreprises qui viennent s'installer n'embauchent pas forcément juste à côté, importent la main-d'œuvre, ou on l'a vu par exemple avec la société Thales qui est revenue à Gennevilliers depuis quelques années. Elle est arrivée avec ses salariés. Et heureusement, elle n'a pas en déménageant licencié 4000 salariés pour dire on va embaucher là. Donc voilà, on a plutôt un bon taux, par exemple sur la ville de Gennevilliers, de personnes qui habitent la ville et qui y travaillent, qui a un meilleur taux qu'ailleurs. Mais nous n'échappons pas malheureusement au taux de chômage qui existe dans les milieux populaires aujourd'hui. Et c'est vrai à Villeneuve-la-Garenne, où il y a un taux de chômage, et notamment chez les jeunes, qui est important. C'est vrai également à Colombes. À Colombes, il y a peut-être un peu plus, une part de population un peu plus aisée. Et cette part de la population, elle, dans la seconde est un peu moins confrontée au chômage. Mais aujourd'hui, une grande part de la population est régulièrement touchée par le chômage. Et d'ailleurs, chez les jeunes, il y a du chômage à répétition. Il y a surtout de la précarité. C'est-à-dire que les jeunes ont parfois un travail, mais de très courte durée, mal rémunéré. Et ce qui fait qu'en plus, quand ils se retrouvent au chômage, ils sont faiblement indemnisés. La semaine dernière, justement, à l'Assemblée, on discutait des ordonnances travail. Et ces ordonnances, elles accentuent et elles répètent ce qui pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire d'accélérer la précarité avec des contrats qui protègent très mal les salariés. Et ça, on voit bien les effets que ça fait depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se retrouvent avec des contrats très courts, mal rémunérés, qui ne peuvent pas bien se loger, qui ne peuvent pas avoir de prêts, qui n'ont pas de congés payés, qui ont des difficultés à avoir une mutuelle. Donc c'est ça qu'on accélère avec des politiques peu protectrices pour les salariés et plutôt tournées vers les exigences du MEDEF. On va rester sur la jeunesse. Le mardi 20 janvier 2009, j'étais au bureau d'Alain Bernard Boulanger, maire de Villeneuve-la-Garenne que vous connaissez, et nous discutions de l'installation de cet hypermarché Quartz. Alain Bernard Boulanger me disait ceci: on favorisera la formation des jeunes Villeneuve-Garenois ou jeunes Villois qui auront la priorité des emplois dans ce Quartz-là. Cela ferait diminuer le taux de chômage. Aujourd'hui, quand je m'y rends, je ne retrouve pas en majorité ces jeunes Villeneuve-Garenois. Est-ce que cette idée d'Alain Bernard Boulanger ne pourrait pas être mise sur la table, pensée, réfléchie et mise sur pied? Alors, ce que je sais, c'est vrai d'Alain Bernard Boulanger, de Patrice Leclerc ou de Nicole Godard, et de beaucoup de maires, à chaque fois que des entreprises, des commerces s'installent, les maires vont à la rencontre, soit des directeurs, des PDG, enfin, en tout cas des interlocuteurs de ces lieux, pour regarder avec eux comment il peut y avoir un travail qui permette d'embaucher sur place, surtout quand c'est des nouveaux commerces. C'est-à-dire que là, on n'a pas une entreprise qui vient d'ailleurs et qui vient avec ses salariés. Là, on est sur des ouvertures de postes. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation dans la loi à le faire, à embaucher des personnes sur la commune, sur la circonscription ou sur le département. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur une loi, mais par du combat, de l'échange au sens de dialogue, non pas à essayer d'être dans une forme d'échange pécunier. Il n'y a pas du tout ça. Il y a vraiment le fait d'aller tenter de convaincre, mener ce combat-là auprès des enseignes. Donc je crois qu'Alain Bernard Boulanger a tenté de le faire. Aujourd'hui, il faudrait effectivement regarder, chiffres à l'appui, ce que ça donne. Je sais surtout que les emplois tournent beaucoup
dans ces enseignes. C'est ce que j'expliquais jusque-là, c'est-à-dire qu'on a, et dans le commerce c'est très très vrai, plutôt des emplois Kleenex que des CDI qui permettent d'installer. Voilà, malheureusement. Donc, moi, je vous avoue qu'il faudrait, pour pouvoir répondre au mieux à votre question, qu'on prenne le temps de regarder qui des Villéno-Garénois travaille ou qui à Quartz est Villéno-Garénois ou Villéno-Garénoise, mais je veux bien me pencher sur la question. Ouais, et c'est un combat que je veux bien mener avec Alain Bernard Boulanger s'il faut retourner voir les enseignes. JMTV+, je suivrai bien si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui vous êtes élu communiste. Vous avez toujours été communiste, vous me dites? Je suis adhérente depuis 2005 ou 2006. Alors, je suis issue d'une famille assez majoritairement de membres du Parti communiste, mais plutôt de syndicalistes d'ailleurs. De syndicalistes. On m'a dit que votre papa déjà était un grand militant. Militant CGT, qui a eu sa carte au Parti communiste, mais qui a surtout été un militant de la CGT en Picardie, un responsable régional. Ma maman communiste. Et moi, j'ai adhéré finalement assez tard, j'avais 25 ans quand j'ai adhéré. Mais effectivement, mon premier engagement politique, et le dernier en date, est au Parti communiste. Exactement. Mais c'est quand même, ce qui est étonnant, Elsa Foussillon, pour moi, Villéno-Garénois, c'est que vous arriviez comme ça, personne ne vous connaît dans la circonscription. C'est pas tout à fait vrai de ma ville. Dans votre ville, on vous connaît, mais à Colombes, Nord, je doute fort, vous connaissez. À Villeneuve-la-Garenne non plus. Alors, Colombes, tout de suite. Effectivement, le défi de se faire connaître était important. Donc c'est pour ça aussi qu'on a commencé la campagne très très tôt avec Patrice Leclerc. On l'a commencé un an avant. On a commencé à Colombes d'ailleurs, en juin 2016. Et ça a permis effectivement de commencer à tisser des liens avec la population. Moi, je nie pas que le fait de connaître les gens est important. Donc pour pouvoir accorder la confiance, surtout dans un moment de défiance politique aussi importante, je reconnais le besoin d'avoir à connaître la personne pour lui faire confiance et pour voter pour elle. Donc c'était aussi normal de commencer tôt, de pouvoir rencontrer de pouvoir rencontrer le plus d'habitants de la circonscription possible, d'échanger avec eux. On a construit le programme aussi dans des ateliers citoyens. Mais surtout, une fois élu, et ça je l'ai toujours dit, mais je l'ai aussi toujours pratiqué en tant que militante, en tant qu'élue, c'est que cette présence, elle va continuer. Elle n'est pas que pendant la campagne. Le terrain, c'est avant, pendant et après les élections. Et après, surtout pour l'écoute. Exactement. Combien de députés communistes êtes-vous là? Alors, on est 11 députés communistes. Vous ne pouvez donc pas former un groupe? Si, parce qu'on est en groupe qu'on appelle un groupe technique, mais j'aime pas trop le mot mais c'est comme ça qu'il s'intitule. Nous sommes avec des députés progressistes venant de l'outre-mer. Progressistes venant de l'outre-mer. Voilà. Vous avez donc formé un groupe avec eux? Avec eux. Donc aujourd'hui, ils sont 5. Donc aujourd'hui, nous sommes 16. Et ça se fait de très bonne manière. C'est pour ça que j'aime pas le mot technique, parce que c'est des personnes avec lesquelles nous avons des combats communs. Et puis, il y a beaucoup de respect entre nous. C'est des députés qui, à la fois, ont, je crois, des questions bien spécifiques et bien particulières que nous ne porterions pas s'ils n'étaient pas dans notre groupe. Et puis c'est des conditions pas toujours faciles d'être député venant d'outre-mer, parce que pour pouvoir venir en métropole, à Paris, et faire... C'est une trotte. C'est une sacrée trotte. On sait que c'est fatigant, mais c'est des députés très courageux, très sympathiques. Elsa Foussillon, quelque chose dérange un peu. Vous êtes communiste, ce qui est apparenté à l'extrême gauche. Ah, ça c'est vous qui le dites, moi je suis pas d'accord avec ça. La conviction populaire veut que le communisme soit apparenté à l'extrême gauche. Mais nous ne le sommes pas. Les insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont apparentés à extrême gauche. Pareil, ils ne le revendiquent pas non plus. Entre enfants des mêmes entrailles, on peut donc pas s'entendre de former un groupe à l'Assemblée nationale? Alors, moi j'ai effectivement tenté,
milité pour que nous soyons un groupe commun. Je pensais que ça permettait d'être une marque d'espoir supplémentaire pour toutes celles et ceux qui, comme moi, ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ont voté pour lui et y ont vu beaucoup d'espoir. Et je crois que face à la très grosse majorité qu'a Macron et ses alliés, parce qu'il y a une grosse majorité Macron, mais en plus il y a une partie de la droite qui est concrètement alliée à lui, je pense toujours que faire force commune à l'Assemblée, avec les Insoumis, avec les progressistes, y compris avec les ultramarins, était un signe supplémentaire d'espoir. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que, vous le savez, il reste, je crois, des traces de comment je pourrais dire, j'essaye de trouver un mot des traces de ce qui s'est pas bien passé jusque-là, des traces des législatives où il y a eu des divisions et qui forcément laissent chez certains, certaines, de l'amertume, de la défiance. Et donc je crois qu'il y a besoin. Alors aujourd'hui, on a plein d'échanges avec les députés insoumis. Nous essayons de travailler à ce comité de liaison ou intergroupe de manière un peu plus formelle. Donc on se voit, là ça fait 2 fois que nous avons déjeuné ensemble les mardis pour pouvoir regarder comment on crée encore plus de communs, parce que ça nous semble important. Puis très régulièrement, en fait, toute la journée, nous nous croisons, nous échangeons sur nos votes, sur nos interventions pour essayer de faire additionner nos forces. Voilà, aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, avec 2 groupes, nous regardons comment ça peut additionner et décupler les forces avec ces 2 groupes. C'est plutôt, en tout cas, l'état d'esprit qui nous anime dans la période et ça se passe bien entre nos 2 groupes. Voilà. Nous allons saluer la mémoire d'un grand homme qui nous a quittés hier. Je parle de Marx Gallo, oui, que vous avez certainement connu. J'avoue, assez peu. Mais oui. Alors, Marx Gallo nous a quittés hier à l'âge de 85 ans. Il était atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, donc c'est un doux repos. Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches, parmi lesquels Bernard Bregard, ancien maire de Courcouronnes, qui fut son conseiller technique, et Bernard Bregard, qui était socialiste avant, me disait dans une interview il y a 3 jours environ, que c'est la division à gauche qui la perd. Là, vous avez du mal à vous entendre avec les Insoumis. Je suis sûr qu'avec le Parti socialiste, il n'y a pas de dialogue. Je ne dirais pas le contraire. Alors moi, je dirais la division, elle est le résultat de ce qui s'est produit à gauche quand même depuis quelques décennies. Donc je ne dirais pas que c'est la division. Aujourd'hui, malheureusement, même en additionnant les forces de gauche, ça ne fait pas majorité. Je crois qu'il s'est produit un mouvement de longue date au sein de la gauche, c'est que il y a, et j'appuie sur le précédent quinquennat, des politiques qui ont fait mal à la gauche. Je ne sais pas si vous avez ressenti pendant les 5 années précédentes la colère vis-à-vis du gouvernement socialiste, et donc vis-à-vis des trahisons d'un espoir qui était né, notamment dans les classes populaires, qui s'étaient massivement mobilisées pour François Hollande, et qui se sont sentis une fois de plus, trahis. Et ce qui est vrai, c'est que ça a chamboulé toute la gauche, parce que le Parti socialiste était la force dominante à gauche, elle l'était, et donc ça a été vécu comme une trahison de la gauche tout entière. Donc sur ça, moi j'ai ressenti pendant toute la campagne le besoin en permanence d'avoir à se justifier, à ne pas être cette gauche-là, d'être la vraie gauche. On cherchait tous les bons mots possibles pour pouvoir dire qui on était, etc. Et donc, ce qui est vrai, c'est que à travers la campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous avons pu sortir un peu de cette idée-là en disant voilà où ça peut être le curseur d'une gauche de combat, mais surtout d'une gauche nécessaire au peuple pour qu'il s'investisse en politique, qu'il puisse avoir pas simplement son mot à dire, mais qu'il soit acteur des politiques dans son intérêt. Moi, je suis non seulement ravie, mais j'ai eu beaucoup d'espoir pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et on a vu aux législatives notamment, quand on regarde l'ensemble de la France, que c'est le score le plus bas historiquement
pour la gauche. Et ce n'est pas qu'une... Il y a des problèmes de division. Et moi, Mais ça a toujours existé. Moi, les problèmes de division entre les insoumis, ceux qui composent le front de gauche, les communistes, je le regrette et je me battrai pour qu'il y ait plus de commun. Et je pense que ce sera nécessaire et que ça sera nécessaire pour reconstruire une gauche, mais une gauche qui devient majoritaire. Je vous souhaite bonne chance, car on a l'impression que depuis Georges Marchais et François Mitterrand, la gauche n'a jamais pu se retrouver. Donc j'espère que vous serez... Mais je ne crois pas qu'on s'en sortira aujourd'hui par... en tout cas pas simplement, je pense qu'il faut qu'il y ait du dialogue entre des forces de gauche, entre des dirigeants, des personnalités de gauche, mais on voit bien aussi au travers des dernières élections qu'on ne s'en sort pas par des accords d'appareil. Voilà. Et donc il y a besoin de... La reconstruction de la gauche, elle passera aussi... L'éternelle reconstruction de la gauche. Ouais, mais elle passera, à mon avis, beaucoup plus par à la fois une nouvelle... C'est pas simplement sur la forme, mais une nouvelle manière de vouloir faire de la politique, c'est-à-dire pas simplement sous une forme d'un parti à l'ancienne, mais plutôt aujourd'hui... comment ensemble, avec la mobilisation des classes populaires, celles et ceux qui ont le plus intérêt à ce que les choses changent, à ce que les choses changent vraiment, qu'il y ait cette mobilisation et qu'on construise la gauche avec eux. En tout cas, je ne vois pas... C'est pas simplement être particulièrement optimiste, c'est que je ne vois pas tellement d'autres solutions. En discutant avec les habitants de votre circonscription, ces mots s'y reviennent à chaque fois. À quoi sert-elle à l'Assemblée nationale? Ils ne sont même pas 20. Ils ne peuvent pas peser dans. Elsa Faucillon, à quoi servez-vous? C'est vrai que c'est une question. À quoi servez-vous à l'Assemblée nationale? Vous avez raison, c'est une question qui vient beaucoup. On y a un peu répondu dans la campagne d'entre-deux tours, parce que, mais j'ai le plaisir à y revenir sans problème. À la fois, on peut pas vouloir une assemblée qui est un lieu qui est le Parlement, qui est une des chambres du Parlement, qui est un lieu qui doit être pluraliste. Donc on ne peut pas vouloir dire à quoi vous servez parce que vous êtes dans l'opposition, donc vous servez à rien, ce qui viendrait à dire, eh bien autant que Macron il ait tous les députés. Mais ça ne serait plus une chambre démocratique. Non, mais ça ne serait plus une chambre démocratique qui permet que quand on discute d'un texte, sinon le gouvernement n'a pas besoin de Parlement. Il énonce ses lois. C'est comme si aujourd'hui... Il énonce ses lois. Car une loi voulue par le président de la République passera à l'Assemblée nationale car il a tout. Vous verrez que c'est pas tout à fait vrai. Parce que on a vu sur les premières, le débat sur les ordonnances, une majorité très godillot, qui levait la main quand on lui demandait... Quand il y en a qui étaient un peu gênés, ils sortaient pour ne pas avoir à voter. Mais on a vu ça. Intéressez-vous au débat la semaine prochaine sur ce qu'on a appelé la moralisation de la vie publique et qui là va s'appeler régulation de la vie politique. Le terme a changé. Vous verrez que à l'issue, le texte, ça ne veut pas dire qu'il sera favorable ou que nous y serons favorables, mais il aura pas mal changé entre ce que le gouvernement a proposé et ce qu'il va sortir de l'Assemblée nationale. Voulez-vous dire sur mon utilité, parce que la question, je ne l'évite pas, à la fois je crois qu'il y a besoin d'une résistance aux politiques de Macron, et donc j'aurais préféré qu'elle soit plus étendue, mais je crois qu'elle est nécessaire, et on a réussi sur la circonscription à dire qu'on ne lui laisserait pas les pleins pouvoirs, à lui dire qu'il y avait une résistance, et que celle-là, elle allait devoir être pugnace, déterminée, volontaire. Et je crois qu'on a montré la semaine dernière dans l'hémicycle, avec les insoumis, avec les députés communistes, que nous étions une force qui tenait la dragée haute dans le débat politique, argument contre argument, et nous avons été particulièrement présents et combatifs dans ce débat. Et puis après, il y a forcément un rôle sur la circonscription, qui est le rôle que peut se donner tout député s'il le souhaite, c'est-à-dire une présence pour mobiliser, pour interpeller, pour prendre avis, pour rendre compte, pour aider sur des mobilisations, pour interpeller des ministres, parce que quand un député ou une députée interpelle un ministre, c'est pas pareil que quand c'est un citoyen qui le fait. Généralement, le député obtient une réponse. Il représente le citoyen en même temps. Exactement.
tout ça, c'est aussi une utilité, je crois, pour les habitants de la circonscription et qui ne se dément pas en fonction de si on est dans l'opposition ou dans la majorité. C'est simplement ce que le député fait ou ne fait pas. 2 dernières questions, après je vous laisserai aller essayer de travailler. Essayez, parce que si les macronistes sont ultra majoritaires, je me demande bien comment vous travaillez. Mais je vous assure qu'on travaille. Alors, les Afossi ont vu la route qu'a prise la Chine, le bloc, l'ancien bloc soviétique, communiste par excellence hier. On se demande encore, comment faites-vous pour croire au communisme? Est-ce que le communisme pour vous existe encore? C'est une sacrée question. Bon, forcément, moi, je suis au Parti communiste français. Je ne suis pas au Parti communiste chinois. Même français au Parti communiste. Je suis au Parti communiste français. Le Parti communiste, vous le savez, en ce moment, a lancé, à l'issue de ces élections, la volonté d'un grand congrès pour interroger tout ça, parce qu'on se rend bien compte que les élections législatives, en tout cas, et dans la dernière période, on va dire qu'on n'en sort pas en grande forme. C'est même une phrase peut-être qui en dessous de la réalité. Quelqu'un a dit que le PS était mort. J'ai l'impression que le Parti communiste est mort depuis il y a longtemps, depuis Georges Marchais. Ouais, alors c'est une phrase qui revient souvent, et puis en même temps il y a un nombre de militants assez incroyables, des idées aussi qui présentent et diffusent dans la société, d'idées communistes. Moi, ce que je crois, c'est que la pensée communiste, l'idée communiste, la manière de militer communiste n'est pas morte. Ce que je crois, c'est que l'ensemble des partis, et particulièrement des partis de la gauche, sont interrogés depuis longtemps, que certainement nous avons tardé à y apporter des réponses, et qu'aujourd'hui il y a un congrès où notre secrétaire national a appelé à une révolution politique pour le Parti communiste. Moi, je prendrai ma part dans le débat, mais effectivement, je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas en rester à simplement des améliorations, des ajustements. Il y a besoin, je crois, d'une grande modernité, mais aussi de réfléchir à notre projet. Qu'est-ce que c'est notre apport dans la société aujourd'hui? C'est quoi la pensée communiste au XXIe siècle? Et puis de regarder aujourd'hui à quelle gauche on veut appartenir et avec qui. Et donc je crois que les Françaises, les Français, aux dernières élections, ont quand même dit de quelle gauche ils ne voulaient pas. C'est-à-dire une gauche libérale. De quelle politique ils ne voulaient pas, voilà. Pas seulement la gauche. Hein. Non, mais aussi oui, mais moi je me situe à gauche, donc de quel type de gauche ils ne voulaient pas, c'est-à-dire une gauche qui ne respecte pas ses engagements, une gauche qui câline un peu trop la finance. Je parlais du Parti communiste. Oui, mais je suis en train de... Croyez-vous encore au communisme? Ah oui, je crois au communisme, parce que, ah oui, vraiment, Comment faites-vous pour croire à quelque chose qui est presque mort? Non, parce qu'en fait, il faut peut-être détacher ce qui est une organisation et ce qui est une pensée, des valeurs. Moi, si vous m'interrogez sur est-ce que le communisme est mort, est-ce qu'il a été vivant, est-ce qu'il est mort, à quel moment a-t-il été vivant? Non mais on passe une journée là-dessus. Non mais c'est pareil. Est-ce que vous interrogez quelqu'un qui croit en une pensée de droite si la droite aujourd'hui est morte? La question c'est est-ce que le Parti communiste est mort ou non? Ça c'est une question qu'on a effectivement à se poser. L'idée du communisme, j'essaye en permanence de la faire vivre. Elle n'est pas majoritaire, si c'est ça que vous voulez m'entendre dire. Et le Parti communiste est-il mort? Le Parti communiste n'est pas en bonne santé, du tout. Et le Parti communiste a, je crois, besoin de se réinventer complètement. Complètement? Oui. Bien. Je le crois. On reviendra là-dessus les prochaines années. Je vous poserai la même question. Oui. À la fin de votre mandat. D'accord. Ça, c'est sûr. J'espère qu'il y aura eu... Ce qui est sûr, c'est que s'il ne se réinvente pas complètement à la fin de mon mandat, il y a des chances que ma réponse ne soit pas la même qu'aujourd'hui. Très bien. Voilà. Ce serait honnête. Voilà. Alors, ça c'est la dernière partie, la dernière question. Lors de mes investigations vous concernant dans la circonscription, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit du bien de vous, qui n'est pas du même bord politique que vous, qui est adversaire, qui est de droite, les Républicains. Elle m'a dit ceci: Elsa, c'est une fille gentille. Lorsque nous nous rencontrons, nous nous embrassons.
J'irais bien prendre un café avec elle. C'est quelqu'un de bien. Ces mots sont de Jacqueline Clairaut. Ah, mais oui, je suis pas étonnée. C'est une personne avec qui j'aurais plaisir aussi à prendre un café, ça doit nous arriver d'ailleurs. Hein. Vous savez, en politique, en tout cas, moi je combats des idées, je combats parfois des valeurs. Après, quand une personne... j'apporte du respect aux personnes, j'apporte du respect particulièrement aux militants d'ailleurs et aux militantes. Quand j'ai face à moi quelqu'un d'honnête, je sais le reconnaître, et puis c'est une personne gentille aussi, donc ça m'empêchera pas en conseil municipal, si je ne suis pas d'accord avec elle, maintenant c'est fini, de lui dire que je ne suis absolument pas d'accord et que je combattrai son projet politique, mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas la personne gentille qu'elle est, au contraire. Voilà. Comme quoi, on peut être apprécié en face, hein. C'est bien. Oui, ça fait du bien, surtout dans ce temps. Bien sûr. Non, la question après, c'est que ça devienne pas une mascarade. C'est-à-dire que celles et ceux qui feraient semblant de s'affronter et qui ensuite vont boire des coups ensemble, ça, je pense que ça peut faire mal à la politique. La question, c'est qu'honnêtement, on se combat. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur des partis. Je remarque que souvent, d'ailleurs, par le passé en conseil municipal, Jacqueline était plutôt d'accord avec ce que nous faisions pour les jeunes villoises. Elle me dit comment ne pas être d'accord avec des gens qui veulent faire venir une deuxième ligne de métro à Gennevilliers. Voilà, exactement. Là, je suis d'accord avec eux. Donc on sait se retrouver sur cet intérêt-là, sans mascarade. Quand il y a besoin, nous affrontons sur le projet politique. Mais je le dis, c'est une personne que je juge sincère et gentille, et donc ça, je ne vais pas faire semblant de ne pas le reconnaître parce que nous n'avons pas toujours les mêmes idées ou que nous ne sommes pas dans le même parti. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais ici la souhaiter que vous m'aidiez à rencontrer quelqu'un que je poursuis depuis 2 ans et qui ne répond jamais. Donc merci à vous d'avoir immédiatement répondu à ma demande. Monsieur André Chassaigne, il ne veut pas vous voir aider. Hein. Vous combattez la France-Afrique, et lorsque je vous sollicite, je vous envoie 2 emails personnels, vous ne répondez pas. Pourquoi, monsieur André Chassaigne? Je vais essayer de faire quelque chose. Je veux vous rencontrer, je veux vous parler de cette Afrique que vous défendez devant l'hémicycle. Je vais essayer. Essayez, s'il vous plaît. Je vais essayer. Alors, si vous avez certainement un dernier mot à dire aux militants, aux habitants de votre circonscription, ils sont là. Eh bien, moi, je veux leur dire que, bon, là, on est au mois de juillet, c'est les premiers temps de l'installation à l'Assemblée, mais comme je m'y suis engagée, et c'est déjà le cas d'ailleurs au cours de cet été, dès le mois de septembre, j'aurai à la fois des lieux de permanence dans chaque ville, mais aussi des permanences de terrain. Je me suis engagée sur des ateliers législatifs, donc dès le mois de septembre, on pourra se retrouver au travers de tous ces moments, dans la proximité, dans l'écoute, mais aussi dans les mobilisations qui vont être nécessaires. Il y a un premier rendez-vous d'ailleurs le 12 septembre contre les ordonnances travail. Je vous invite à y être nombreux et nombreuses. Chers téléspectateurs de JMTV+, c'est ici que s'achève cette tranche politique de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.